Alors justement, bon, c'était presque une forme d'oxymore, hein, cette proposition de colloque, et ça m'a vraiment intéressée, donc je renouvelle mes remerciements à Ghislaine et à l'université. Alors, je vais aborder la question, peut-être d'un point de vue, j'espère que ce ne sera pas trop, comment dire, prise de tête, parce que c'est un point de vue analytique, et du point de vue sémiotique plus particulièrement, à savoir des niveaux d'analyse pour des groupes d'images. Des groupes d'images qui sont censés évoquer le son. Alors, comme on l'a dit précédemment, et on voit bien que c'est chaque fois une évocation, que le son n'est pas inscrit dans l'image. Pourtant, on va voir qu'il y a cette possibilité. Et donc, je vais aborder ça avec trois niveaux iconographiques, donc trois niveaux d'image, en partant de façon historique, et aussi sur le plan sémiotique, ne jamais perdre de vue qu'il y a des catégories qui sont hiérarchisées, et donc il y a des catégories englobantes. Celles, comme ça va être le cas pour la peinture, et c'est paradoxal. Puis, on va le voir avec... donc c'est un niveau qui va être intentionnel, on va dire. Ensuite, il y a un niveau prévisible qui va être plutôt le document photojournalistique. Et un troisième niveau, qui est un niveau qu'on va appeler énigmatique, c'est-à-dire celui qui fait appel à la sensibilité, à l'émotion de façon brute, puisqu'on a très peu de moyens pour intervenir. Alors, de façon historique, ça démarre tout à fait au début du siècle, hein, des choses qui sont évidentes, des manifestations qui sont vraiment... comment dire, déclarée, c'est la peinture des sons, bruits et odeurs du manifeste futuriste. Et le manifeste futuriste renvoie à un groupe d'artistes qui ont été les premiers à lier, à avoir cette espèce de, comment dire, de volonté de transversalité entre les disciplines. Donc ça, c'est une simple petite indication, je ne vais pas du tout m'étendre là-dessus, et là, c'est là-dessus qu'il faut que j'agisse, ça ne marche pas le suivant, la diapo suivante. Tout à l'heure, ça marchait. Aïe, aïe, aïe. C'est curieux. Oh non. Et en faisant comment? Ah ben voilà, très bien. Voilà. Donc, le premier niveau auquel je m'intéresserai, c'est la peinture classique. Et je vais passer assez vite pour pouvoir aboutir assez vite aussi à la fin de l'exposé, qui est l'aspect pour moi le plus intéressant. La peinture de Jean-Baptiste Oudry nous raconte historiquement une représentation des instruments de musique. Et donc c'est un abord très illustratif qui fait appel à la connaissance collective de ces instruments, à ce qu'on appelle aussi la connaissance collatérale. Tout le monde a déjà vu un piano, tout le monde a déjà vu une flûte. Connaissance et aussi expérience collatérale pour certains. Donc on sait très bien que ces instruments renvoient à des sonorités. Il y a donc dans l'image une relation conventionnelle avec le sujet, une relation dont on sait pertinemment que c'est un objet qui produit du son. D'ailleurs, on peut voir aussi dans je crois que c'est les ambassadeurs d'Holbein, il y a une corde cassée. Et là, quand il y a une corde cassée, on voit bien que c'est le son qui est mis en cause, et donc cette relation conventionnelle est bien connue par nous. Cette œuvre donc induit dans la correspondance des sens, si c'est l'hypothèse que nous faisons, qu'elle est suggérée dans une certaine orthodoxie de sonorité par habitude. Nous avons l'habitude de ces objets. Et donc, en fait, on a affaire à un registre normatif. On sait très bien que, enfin, tout va bien, si vous voulez, qu'il y a une certaine correspondance entre les objets, les indices et ce que l'on peut en interpréter.
Il ne s'agit donc pas de la réalité des objets, mais de leur capacité indiciaire à dire le son, à livrer une sorte de code. Ce que nous développons comme hypothèse tout au long de ce développement, c'est la correspondance des sens. Entendre l'image implique qu'il y ait cette correspondance, ou du moins cette possibilité. Donc l'intention qui est contenue dans cette œuvre, elle n'est pas seulement liée à ce que peuvent évoquer les instruments, mais il y a aussi tout un contexte de l'histoire, et ça les historiens pourraient le développer beaucoup mieux que moi, à savoir que ce type de représentation avait une certaine vocation. Et la vocation ici, au sein de la nature morte qui était un genre, c'était aussi une nature du signe vouée à une interprétation qui dépend d'une loi d'interprétation. On ne peut pas interpréter une nature morte comme on interprète un paysage, comme on interprète un portrait. Donc, on va dire qu'il y a une certaine raison donnée, une cause donnée par l'histoire de l'art. Autre, toujours dans ce que j'appelle la peinture, même s'il s'agit d'une bande dessinée, autre exemple dans la bande dessinée, qui est la notation du son. Alors la notation du son dans la bande dessinée, elle est très explicite, et il y a une orientation pour le spectateur qui est une véritable injonction. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de ne pas entendre le son. Donc on le suggère de façon très très nette, et on le suggère par toutes sortes d'onomatopées, les onomatopées étant des images qui correspondent à ce que l'on croit être l'illustration sonore graphique. Alors, on va pouvoir y revenir à un autre moment, mais lorsqu'on veut signifier un son doux, on allonge les lettres. On pourrait écrire doux avec plein de O, plein de U, et donc on le voit maintenant. C'est d'ailleurs ce qui est utilisé dans le monde contemporain avec les applications de smartphones et les émoticônes et tout ce qu'on peut imaginer, car on veut associer à l'image une prosodie delta qu'on va puiser dans toutes les illustrations possibles. Donc même chose pour saisir la violence, les coups brefs, les cocoricots, tout ce qu'on veut quand on veut faire référence à un bruit environnemental. Alors, bon, comme c'est indiqué, c'est un dessin de presse de la Nouvelle République. Je l'ai fait un petit peu, si vous voulez, générique pour qu'il y ait tout ça, c'est-à-dire l'étude, etc. C'est-à-dire aussi ce que l'on signifie dans une bande dessinée classique avec les sons de cloche, avec toutes ces petites indications. Donc, là aussi, une notation conventionnelle. Et alors, on va... Oh non, c'est pas normal du tout. Voilà. Je voulais en arriver donc là à un artiste qui est un artiste du XXe siècle, qui est mort en 1960 et qui s'appelle Herbin, Auguste Herbin. Donc il y a des œuvres au musée de Céret d'ailleurs. Et cet artiste a mis en place tout un système de correspondance entre couleurs, sons et formes dans ce qu'il a appelé un alphabet plastique. Alors ça, c'est très intéressant du point de vue de la notation, parce que les correspondances sont vraiment inscrites. Il est donné à voir un certain nombre de règles, de lois même, de correspondance pour l'abord de l'œuvre. Alors ça ne dépend pas là non plus de représentation d'objets sonores, mais de sa décision organique d'inventer une œuvre composite dont le son est l'obligé de la forme, une fois le codage déduit de la peinture. Donc l'œuvre que vous aviez précédemment qui s'intitule « Joie », il y a des tas de cartons préparatoires, il y a une peinture, il y a aussi un vitrail. Eh bien, il prend les lettres du mot « joie » et le J correspond au jaune foncé et à des formes triangulaires et sphériques.
Le O correspond au vert. Alors il y a un décalage, je ne sais pas comment ça se fait. Vous voyez, il faut remonter le texte. Mais bon, c'est des aléas, je ne sais pas pourquoi. Le I correspond à l'orangé, et puis les formes qui y vont. Et vous voyez que chaque fois, il y a des sonorités qui sont... Le son. Comment je fais pour le son c'est sur le lien. Alors il faut que je raccourcisse, c'est ça. J'ai essayé avec un piano numérique que j'ai trouvé sur Internet de reconstituer le son que nous propose Herbin, si ça veut. Ah ben non, c'est pas ça du tout. Ça doit être là. C'est-à-dire de jouer. Hein. Alors voyons si je peux repartir. Non. On n'entend rien du tout. Hein. Écoutez, c'est pas grave. Hein. J'étais sûre que ça ne va pas marcher. Mais si je fais ça... Ça marche pas, le son. Non, il est à fond. Voilà. Voilà, c'est-à-dire quelque chose, j'ai essayé juste de restituer les notes, ce qui n'est pas évident du tout, mais il y a vraiment une subordination des éléments colorés, des formes et du son dans l'œuvre d'Herbin. L'image sonore, donc, n'est pas un double ici, mais une composante de la peinture, et établit une relation symbolique entre le sujet de la peinture et les formes colorées. On entend par symbolique en sémiotique quelque chose qui doit être compris comme l'arbitraire, c'est-à-dire l'arbitraire au sens saussurien, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé quelque chose, on s'y tient, c'est une forme dogmatique d'inscription. Cette indication donc oriente l'interprétation et ne permet plus une phase librement produite par la sensibilité individuelle et anarchique du spectateur, c'est-à-dire une interprétation qui serait totalement subjective, mais exige une condition émotionnelle qui doit se dépasser elle-même en faveur d'une rigueur sensorielle. Or, c'est la recherche de rigueur qui est recherchée par Herbin et qui propose au spectateur une interprétation injonctive, rigoureuse, là aussi. Alors, on voit dans ces premiers exemples de la peinture que ce sont le symbole et puis la probabilité de ce qui est prévu par, on va dire, les inscripteurs, les auteurs artistes, qui font appel à des connaissances collatérales que nous avons de ces ensembles, c'est-à-dire de la peinture, de la musique, des formes, des couleurs, et qui, d'une certaine façon, codent notre interprétation. Alors là, je ne suis pas en plein écran, et je vais devoir aller où là ? C'est là, ici. Voilà. Et donc, le deuxième aspect que je voulais aborder, qui est donc le photojournalisme, la photo de photojournalisme, j'ai choisi très tôt, enfin j'avais demandé au mois de juillet si je pouvais, quand j'ai été avertie, si je pouvais utiliser cette image. En fait, c'est formidable parce que c'est une photographie d'un photographe anonyme qui veut rester anonyme parce qu'il est en danger de mort dans son pays. Et M. Fernandez pourrait nous expliquer les conditions, évidemment, Myanmar, donc, qui est la Birmanie. Et j'ai choisi ce document parce que, précisément, s'il y a dans les autres cas de la peinture, ces règles, ces codes, etc.,
La photographie documentaire, et plus spécifiquement de photojournaliste, elle dépend d'une forme de correspondance entre le sujet, les indices du sujet et la temporalité qui est liée à l'événement photographié. Alors, il y a deux aspects. Il y a le niveau iconique, c'est-à-dire le niveau de l'image, tout simple, où on voit un rassemblement de personnes, de populations, d'où émerge un leader, et puis un rapport plus indiciaire, qui est en fait celui qui va livrer la fonction interprétative, à savoir un leader qui lève le bras, la présence d'un mégaphone et les effets d'attroupement où on voit que la population participe au même enjeu, on va dire, que le leader qui est photographié. Puis il y a aussi, sur la droite ici, vous le voyez, la police, avec des boucliers posés, très calmes, et très bizarrement, c'est une scène qui pourrait paraître d'affrontement, mais on peut rester surpris par l'attitude passive des policiers. Alors là, justement, précisément, il faut être bien attentif aux indices. Les indices, c'est les mégaphones, la présence des drapeaux. Le mégaphone majore le niveau sonore possible qui va couvrir, en fait, le bruit de fond. Alors pourquoi est-ce que je viens de dire ça? C'est parce que nous avons l'expérience et la connaissance collatérale, soit physique, soit par expérience télévisée, de ce type de manifestation. Et donc, nous sommes capables de projeter sur l'image des réactions, des émotions, des interprétations, en fait, qui ne sont pas que des émotions précisément, mais qui sont en fait une sorte de cartographie sonore à différents niveaux, c'est-à-dire le bruit de fond et un leader, parce qu'il y a l'insistance de la présence du mégaphone. Alors, le facteur important, c'est l'expérience commune, et elle contribue à révéler aussi des éléments partageables par contiguïté, comme on dit en sémiotique, c'est-à-dire que, en fait, les indices renvoient à des choses qui sont à côté, au sein de l'image et dans notre propre expérience. Et puis, c'est un document photojournalistique, comme il a été précisé tout à l'heure, les documents journalistiques, photojournalistiques comme vous, avec des cartels. Et la légende est très importante parce qu'elle est faite par le photojournaliste qui indique, je vous le cite, « Des milliers de partisans de la Ligue nationale pour la démocratie manifestent. Certains exhortent les policiers à rejoindre leur mouvement. » Et donc, du coup, on a l'explication aussi de la réalité de l'interprétation, en tout cas la question que vous pouvez se poser à propos de l'interprétation, à savoir la passivité de ces policiers. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne tapent pas sur les manifestants parce qu'ils sont prêts à les rejoindre, parce que la situation politique est telle qu'il y a maintenant des passages, là aussi, entre les différents niveaux de la société. Le cartel agit donc lui aussi comme un indice du sujet, malgré la distanciation qui est introduite par le verbal, puisque le verbal est presque anecdotique. Donc le rôle joué par les légendes est là aussi essentiel, il a ce rôle d'indice. Autrement dit, le rapport sujet-objet, puisque la légende vient lier le sujet d'objet, comme trace du réel, est interprété comme une proposition, c'est-à-dire un signe parlant, un signe dissant, comme il est dit en sémiotique, c'est-à-dire qu'il dit quelque chose. Et là, nous avons quelque chose d'assez unique, si vous voulez, dans le photojournalisme, en tout cas dans ce cas et dans le cas de l'interprétation, je le précise, c'est-à-dire de la visée d'interprétation, c'est qu'on assiste à une sorte de transitivité qui n'existe jamais dans le phénomène de l'image. C'est-à-dire que la photo dit quelque chose. Elle dit son propre discours. Les sens sont contraints à ressentir, à évoquer du son. On ne peut pas voir, on ne peut pas imaginer cette scène dans un silence total. C'est impossible. Il y a immédiatement
les sens qui sont contraints, et donc ça va au-delà de ce que Barthes peut nous informer, nous dire de la photographie, c'est-à-dire qu'en dehors de ce qu'il disait, qu'il nommait ce qui a été, le ça a été de Roland Barthes, là l'attention qui est privilégiée bien sûr, et qui, sur les indices, elle renvoie à cette double continuité qui contraint nos sens, c'est-à-dire l'image, le cartel et les indices de son qui sont producteurs effectivement d'un bruitage, ils dénotent le son. Et c'est en ce sens qu'on peut parler de transitivité. Alors, dans ce deuxième exemple, on peut assister donc à une notation différente, c'est-à-dire que ce sont des indices. Là, il y a une certaine nécessité qui s'impose, une nécessité logique, c'est-à-dire celle de l'expérience, celle de cette transitivité que j'évoquais, un peu avec des pincettes, mais que j'évoque, et qui est une forme de déduction, alors que tout à l'heure, on était plutôt dans la probabilité, on était plutôt dans une induction. L'image de Doudry, d'Herbin et de la BD, sans les mettre sur le même plan évidemment, mais dans ce cas précis, produisent une inférence qui est plutôt une induction, alors qu'ici il s'agit d'une déduction. Le son est déduit de l'image. Et alors maintenant, nous arrivons à cette troisième partie où je vais essayer de vous parler des partitions graphiques. Alors les partitions graphiques, ce sont des partitions de musique. Alors, c'est Madame Bergman, je crois, qui le disait tout à l'heure, elle pourra peut-être me corriger sur tous les plans, si elle est là. Je suis là, mais je ne pourrais pas. Je ne sais pas du tout mon domaine de spécialité. Pardon, d'accord. Et je suis là demain. D'accord. Je voulais justement vous montrer des partitions contemporaines, de musique contemporaine. Et là, il y a une chose que je voudrais dire en préalable, c'est que tout le monde a déjà vu des partitions de musique traditionnelle. Même si ce n'est pas forcément traditionnel. On va dire jusqu'à un certain genre de musique qui est la musique électroacoustique ou la musique acousmatique ou la musique concrète, les partitions se portaient bien, c'est-à-dire qu'elles étaient avec des notes de musique. Et puis tout allait bien ensuite à l'interprète de jouer, plus ou moins de sensibilité, de rigueur, d'orthodoxie. Avec la musique contemporaine, ce type de musique contemporaine arrive tout à fait autre chose, c'est-à-dire des partitions. Voilà. Des partitions qui comportent des dessins. Et là, je n'ai pas retrouvé malheureusement les partitions d'Ivo Malek. Je les avais moi-même exposées dans le cadre d'un festival de jour de musique au Conservatoire de Perpignan, où j'avais investi la gare de Perpignan avec des partitions de musique d'Ivo Malek, que j'avais appelées Musique à voir. Donc là, c'était une sorte d'inversion. Avec, j'avais convoqué un train avec les musiciens qui descendaient, donc peu importe. Mais c'était précisément parce que j'avais été choquée, c'est Daniel Tosi qui m'avait prêté ces partitions, j'avais été choquée de voir que sur des partitions, il y avait des aquarelles, enfin des dessins, quoi, des gavis. Et quelques notes de musique aussi. Et il y avait écrit à côté à jouer dans l'humidité des bois. J'ai trouvé ça fabuleux, ça m'a marqué, et me voilà aujourd'hui en train de montrer ça. Bon, là c'est Cornus Tardieu, mais je n'ai pas les... Alors je voudrais arriver à une note de musique, là, comme je fais, comme tout à l'heure. Il faut que j'aille... Non, il faut que j'aille au menu là, que j'ai sur le côté. C'est pas grave. Déjà? Waouh! Alors vite. Alors, le menu, il est là. Là. Voilà. J'espère qu'on va l'entendre. Ouais, ça va marcher. Donc, ce sont
ces descriptions que je vous fais avec... c'est fou, alors ça marche à la maison, ça marche pas ici, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Je ne comprends pas. Voilà. Bizarra d'Ivo Malek. C'est d'une courte œuvre d'Ivo Malek, qu'il est intéressant d'écouter en entier, qui est assez graphique, proche de certaines techniques picturales. Ivo Malek a utilisé principalement une manipulation assez courante, mais rarement utilisée d'un bout à l'autre, consistant à déplacer, à faire bouger gestuellement, manuellement, une bande devant une tête de lecture, cette bande portant des sons. Et alors, là, je trouve que c'est vraiment un exemple très proche de la peinture ou du dessin, parce que dans ce cas-là, ce qui compte, c'est... Alors, simplement pour vous dire que la musique est utilisée comme un pinceau dessiné sur bande magnétique. Voilà pourquoi je pouvais dire tout à l'heure que, en fait, si les images ne parlent pas, parfois elles sont constituées de sons, et c'est juste une petite illustration qui nous permet de comprendre cette dernière relation très singulière, très énigmatique pour nous, parce qu'a priori, on ne peut rien dire de ça. Cette correspondance est tout à fait aléatoire, parfois vertigineuse, parce que, précisément, dans le suivant, Cornelius Tardieu, qui est un... Ah ben voilà, voilà, là. Voilà. C'est un auteur qui, lui, a illustré le Tractatus Philosophicus de Wittgenstein. Dans ce Tractatus Wittgenstein, pour peu qu'on l'ait ne serait-ce que survolé, on se rend compte que son objet d'étude, c'est les systèmes de notation, et lui, il illustre ce système de notation par une notation musicale qui est celle-là. Donc là, je n'ai pas d'illustration, mais dont on peut avoir une idée, pour passer vite. Pour passer plus vite, avec ce qu'on a entendu précédemment. Et enfin, un dernier exemple en musique contemporaine, où là, il s'agit... bon, mais c'est pas grave, arrêtez de partager... il faut que j'aille le son encore. Oui, si j'y arrive. Pour moi, c'est la magie. Voilà. Et alors là, je vous montre ça. C'est... Et observez la ligne qui avance. Ouais. Alors, ce qui est intéressant dans ce document, c'est que c'est totalement iconique, c'est-à-dire que, a priori, on ne peut rien en dire. Ça abolit les frontières entre le symbole, l'interprétabilité, ça ne dit rien, ce qu'on appelle en sémiotique un rêve, c'est-à-dire au lieu d'être une proposition, comme peut l'être le photojournalisme, c'est juste une fonction propositionnelle, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est une possibilité, non plus une probabilité ni une nécessité, mais une possibilité, et une possibilité extrêmement ouverte, puisqu'il y a non seulement la sensation du compositeur qui est immédiatement mise en scène, mais en même temps l'émotion, la sensibilité de l'auditeur qui prend ça de façon concomitante, et le son et l'image. La fabrique de l'image se fait en même temps que le son. Et donc là, on est plutôt dans une inférence qui est de l'ordre de l'hypothèse, de la possibilité. Alors, pour conclure, je dis juste une petite phrase pour aller vite, c'est que la somme de ces interprétations que nous essayons de faire du rapport entre l'image et le son, entendre l'image, peut-être que nous ferons chacun d'entre nous, dans notre mental, une forme d'onomatopée.